Je vois beaucoup de pensées émergentes dans notre monde qui s'écartent de plus en plus de ma manière de penser, de la morale, mais également de ma propre croyance. Peut-être que vous êtes aussi dans le même cas, où vous vous sentez perdu. Eh bien, ici, j'aimerais partager avec vous ma conception des choses sur ce qu'est ce monde et retourner à nos premières croyances, c'est-à-dire la théorie créationniste, celle qui a été oubliée, celle qu'on a peur d'en parler pour ne pas se faire traiter de religieux. J'aimerais vous dire, n'ayez pas peur d'être créationniste, car ce n'est pas de la religion. Je vous le dis, ce n'est pas de la religion. C'est une croyance, c'est une mode de pensée comme toute autre théorie. Et c'est à partir de cette mode de croyance qu'est née la religion. Et même la théorie évolutionniste peut être aussi une religion. Parce que c'est une croyance, c'est un mode de pensée. Donc nous allons entrer au cœur de la science créationniste. Peut-être que cela pourrait vous aider dans votre travail de recherche. Est-ce que l'homme descend du singe? Nous allons commencer par la première partie du livre de Monsieur Thor qui confirme que l'homme descend du singe. Et nous allons parler de la sélection naturelle. Parce que il prend la théorie de la sélection naturelle pour confirmer que l'homme descend du singe. Rappelez-vous, dans ma vidéo de présentation, je vous ai dit que je répondrai au docteur Thor sur les raisons pour lesquelles je ne crois toujours pas en sa théorie. Il faut savoir que je ne suis pas là pour attaquer qui que ce soit, mais émettre un avis objectif et une analyse critique sur le fond et la forme de manière scientifique. Afin que vous compreniez, je vais juste commenter son point de vue, ainsi que sa façon d'aborder et de concevoir notre monde, pour que nous puissions avoir les réponses à travers la science, mais aussi des faits visibles que nous voyons à l'œil nu. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, dans son livre, il met un extrait de citation et il répond. De ce fait, je vais poursuivre son système en vous mettant ces extraits. Donc, Darwin a publié sa théorie non finie parce que son collègue Alfred Wallace a publié la théorie de la sélection naturelle. Je préfère préciser ce contexte afin que l'on puisse comprendre le comment et le pourquoi elle a été instaurée. Maintenant, on peut comprendre le travail bâclé de Darwin car on sait qu'il a posté pour pouvoir devancer le docteur Wallace. On peut également comprendre qu'il n'avait pas un esprit de savoir et de connaissance, mais étant dans le monde scientifique comme certains ont, une envie de révolutionner le monde, d'incarner l'histoire, de réussir comme ses prédécesseurs. Il voulait que son nom perdure dans le temps et avoir des mérites, des trophées, ce qu'il a réussi. Cependant, par esprit d'orgueil, il a créé cette théorie. Un vrai scientifique ne peut faire un travail bâclé. Un vrai scientifique est en quête de savoir et de vérité. Il fait des expériences jusqu'à temps qu'il
est sûr de sa théorie, de la véracité de sa théorie. Dès le départ, ça pose problème et cette théorie a été faite sur de mauvaises bases. Comment naissent de nouvelles espèces? Comment deux espèces distinctes peuvent-elles apparaître à partir d'une espèce mère? Les chercheurs ont pu notamment retracer l'histoire de ce phénomène appelé spéciation chez un petit passereau, le pouillot verdâtre. Il y a 10 000 ans, une population de pouillots verdâtres peuplait les contreforts sud de l'Himalaya. La migration vers le nord de cet oiseau fut bloquée par une barrière naturelle, la chaîne de l'Himalaya. Au fil des générations, deux flux migratoires se sont donc étendus pour contourner l'Himalaya, l'un vers l'ouest et l'autre vers l'est. Les populations à chaque extrémité de ce vaste territoire se rencontraient et se reproduisaient de plus en plus rarement. Elles sont devenues graduellement deux formes distinctes de pouillots verdâtres. C'est ce que l'on appelle l'isolement reproducteur. Plus les flux migratoires s'éloignent de l'origine, plus les différences entre les populations deviennent importantes. Aujourd'hui, les deux populations coexistent sans se reproduire. Des chercheurs ont découvert des différences significatives entre les signaux d'accouplement qui permettent aux mâles et aux femelles de se reconnaître. Chez les mâles, les chants utilisés lors des parades nuptiales sont devenus différents. Chez les mâles, les motifs sur les ailes utilisés lors des parades nuptiales sont devenus différents. Cela signifie que bien qu'ils appartiennent à la même espèce, les oiseaux issus de deux lignées évolutives sont incapables de se reproduire. Dans les faits, ces deux populations sont en train de constituer deux espèces différentes. Il y a eu spéciation. On va parler de manière générale car il prend juste l'exemple du pouillet verdâtre. Donc en résumé, ce monsieur dit que les animaux, à un moment donné, ne peuvent se séparer et vont immerger sur une nouvelle terre et un nouveau climat. C'est là qu'ils vont évoluer, changer et ne pourront se reproduire. De mon côté, je distingue deux problèmes avec cela. Premièrement, il existe des oiseaux immigrateurs dans notre monde. Ce sont des oiseaux qui créent des liens entre les peuples et les écosystèmes et les nations. C'est impossible qu'ils ne se rencontrent pas. Il existe plusieurs espèces d'oiseaux qui vivent dans plusieurs continents différents. Ils sont de la même espèce, ils se reproduisent. Par exemple, on a le sanderling qui est échassier, qui émigre en Amérique du Sud, en Europe du Sud, en Australie. Ils vont s'installer dans une autre oiseau espèce. C'est vraiment rare que les oiseaux voyagent seuls. Soit ils voyagent en groupe, ou en famille, ou en couple. S'il arriverait un oiseau à se séparer avec un autre, par exemple, comme ce monsieur l'a suggéré, par une chaîne montagneuse, ils peuvent la contourner. En 2020, les scientifiques ont enregistré le parcours des oiseaux de l'Alaska à la Nouvelle-Zélande. Il s'est montré capable de voler sur 1200 km sans interruption pendant 11 jours. De ce fait, cette théorie sous-estime la capacité des oiseaux ou même des animaux ou nature à se surpasser et à s'adapter en toute situation. Dans un second lieu, l'âge moyen d'un oiseau
en combinant toutes les espèces est de 50 ans et le plus vieil oiseau du monde a 70 ans. Comment sait-on que ce sont les mêmes espèces? Ce n'est pas parce que des espèces différentes se ressemblent à l'œil nu pour un humain qui sont pareils et viennent de la même espèce ou bien sont même des parents éloignés. Le fait de dire qu'ils ne peuvent se reproduire, c'est tout simplement parce que les oiseaux qui sont issus d'espèces différentes ne se mélangent pas entre eux pour créer une autre espèce car c'est contre nature. L'humain qui a voulu prouver la théorie de la sélection naturelle en voulant faire ce mélange contre nature et de par cette science en finalité, il a conclu que les espèces issues de deux espèces différentes ne peuvent se reproduire. D'ailleurs, il l'atteste lui-même dans son livre. Le fait de voir que les hommes ont forcé le cours des choses montre que cette théorie n'est pas valable. Car premièrement, sans l'intervention de l'homme, les animaux de deux espèces différentes ne se mélangent pas. Et le fait de savoir que les animaux vivent moins de 100 ans et que ceux qui sont nés de deux espèces différentes ne peuvent se reproduire, on ne peut pas attester de la véracité de cette théorie. Car n'existant pas de sélection naturelle. Donc là, ici, je parle des oiseaux, parce qu'il existe des oiseaux, des animaux qui vivent plus de 100 ans, mais là, comme il a pris pour exemple les oiseaux, donc de manière scientifique, on n'a jamais vu un oiseau dépasser les 100 ans. Cependant, l'homme partout moyen veut changer la génétique car il veut par-dessus tout avoir raison sur Dieu. La nature est-elle éphémère? Nous allons maintenant entrer dans la science pure là. Le fait qu'il puisse dire que les conditions de vie sont temporairement stables, je me pose beaucoup de questions. Comment se fait-il qu'on arrive à faire décoller un avion? Dans un environnement soi-disant temporairement instable. Comment se fait-il on arrive à faire décoller des fusées dans un environnement soi-disant temporairement instable? Si on a un raisonnement et on réfléchit, pour faire décoller un avion, un hélicoptère ou même une fusée, il fallait une formule mathématique, n'est-ce pas? Si les éléments étaient temporairement instables, on se retrouverait un jour sur deux à savoir décoller un avion. Ou même on n'arriverait jamais, parce qu'à chaque fois qu'il y aura des tests, l'ingénieur aurait eu des failles pour le faire voler. Ou bien on décollerait l'avion un jour sur deux, ou bien une fois par mois, une fois tous les ans. Moi je sais pas, ce serait trop dangereux, trop dangereux. D'ailleurs, même les scientifiques témoignent de la stabilité de notre monde grâce à la matière. Notre monde
est matériel. L'immatériel ne peut pas être dans notre monde. Pourquoi? Parce que notre monde est stable. Les scientifiques l'ont toujours dit. Et c'est pour ça qu'ils recherchent à prendre la matière noire et aussi des éléments issus de l'univers qui sont immatériels. Mais c'est compliqué. Ils cherchent par des calculs. Mais le fait que notre univers soit stable est montré grâce à la matière. Encore une autre chose, notre souffle de vie témoigne qu'on vit dans un environnement stable. Si nous vivions dans un environnement temporairement instable, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de vie sur Terre. Nous serions déjà disparus. Nous ne serions pas là aujourd'hui à la recherche de notre existence. Parce que tout est calculé mathématiquement. L'oxygène est présent dans notre univers. Si on enlève des matières en fait qui composent notre oxygène, que ce soit d'1 gramme ou d'un centimètre, on n'aura plus d'oxygène. Nous vivons au fond d'un océan d'air, une épaisse couche de gaz et d'eau qui protège notre planète du vide mortel de l'espace. Et le croiriez-vous, cet océan est rempli de vie. À tout moment, une multitude d'espèces vivantes circulent dans l'atmosphère. Des insectes, des graines, des pollens, des bactéries. Par analogie avec les organismes des courants marins, ces vies minuscules ont été réunies sous le nom de plancton aérien. Depuis quelques décennies, tout un pan de la recherche scientifique explore cette troisième dimension de notre monde. Longtemps restée méconnue et confidentielle, l'aérobiologie, la science du vivant dans l'atmosphère, traque ces petites vies errantes au détour d'un nuage, dans une goutte de pluie, dans le flux d'un vent de sable. Symbole de sagesse, de longévité, de hardiesse ou de sérénité, l'arbre tient une place centrale dans la culture des hommes. Fier enfant des éléments, l'arbre grandit au gré de la lumière, de l'eau, de la terre et du vent. Comme une famille éparpillée, les arbres sont reliés entre eux et aux hommes par leurs histoires. Voici un voyage incroyable à la découverte des plus remarquables d'entre eux aux quatre coins de l'Europe. D'une extrémité à l'autre du vieux continent, un olivier et un épicéa ont traversé les siècles sous des cieux bien différents. L'un sauvage, balayé par les vents polaires de Scandinavie, et l'autre apprivoisé, au beau milieu d'un jardin en Corse. Deux arbres que tout éloigne, mais qui se rejoignent par leur capacité à défier le temps. Ces branches d'épicéa qui surgissent, téméraires, de la glace, vivaient loin du regard des hommes jusqu'à ce que deux scientifiques suédois s'y intéressent, il y a une dizaine d'années. Il s'agirait selon eux du plus vieil arbre du monde, puisque son réseau de racines toujours bien vivant serait âgé de 9500 ans. Régulièrement, ces très vieilles racines produisent des rejets qui sortent de la glace jusqu'à former un petit arbre.
preuve visible de la longue survivance du végétal qui continue à pousser inexorablement sous les vents froids du nord. Je suis à Rimouski, un peu dans le nord du Québec. Hier soir, j'ai rencontré Enrique, qui travaille sur l'animal qui a la plus grande longévité au monde. Il m'a fait visiter son labo et je vous montre ça, c'est assez surprenant. C'est le quahog nordique, donc l'animal qui vit le plus longtemps au monde, 507 ans, âge maximal rapporté, donc dans des populations d'Islande. Le plus vieil individu, c'est Ming. Ils l'ont baptisé Ming, 507 ans, parce qu'elle serait née durant la dynastie Ming en Chine. On va rendre visite à une pépinière. Donc c'est la pépinière qui s'appelle la maison écologique du bananier qui se trouve à proximité de Nantes, à Couëron. De jeunes bon nombre d'Africains se disaient « Ah, on ne mange que les fraises qu'en Europe, pas qu'en Amérique. » Eh bien, cela est déjà possible au Cameroun. Nous sommes là à l'ouest du Cameroun, plus particulièrement à Tchang. Donc, en conclusion, la nature n'évolue pas, il ne se métamorphose pas, sauf si il y a la main de l'homme. La nature et les animaux s'adaptent en fonction du temps et des terres, et s'il y a une impossibilité d'adaptation, eh bien, ils meurent, tout simplement. Un petit rappel de l'histoire quand même. Vous vous rappelez, les scientifiques sont tous d'accord qu'il y a des espèces qui se sont éteintes à cause d'un événement catastrophique. Par exemple, il y a certains qui croient que c'est la chute de météorites. Donc, ils ont étudié sur le 4 heures de Chicxulub, identifiant les lieux de l'impact. Ils pensent qu'il y a eu un lieu au mois de juin. Dans un second lieu, il y a certains scientifiques qui croient en la Bible, qui notent qu'il y a eu un déluge, et certains scientifiques le croient. On est bien d'accord sur un point. Au moins, il est d'accord avec le créationnisme. Car tout a été fait pour l'homme et les animaux ne puissent manquer de rien. Grâce à la richesse du sol et la production qui est illimitée et nécessaire à la préservation de notre vie sur Terre. En réfléchissant, il se contredit lui-même, car il faut un environnement stable pour avoir des éléments nécessaires à notre substance. Il revient sur la théorie de la sélection naturelle en expliquant que la production est sans limite, mais que le milieu est limité. Selon lui, la nature et les animaux qui ont une variation avantageuse, ici on parle de l'ADN et de la génétique, déjà le fait d'expliquer ces propos me donne mal à la tête, car c'est vraiment du non-sens. Donc ceux qui ont une génétique plus forte meurent et d'autres
évolue, se métamorphose en une autre espèce. On a bien vu que c'est faux tout au début, et que même les scientifiques qui croient en cette science ont dit, et d'autres l'ont démontré, qu'ils ne peuvent pas se reproduire. Ce qui m'a plutôt choqué dans ces arguments, c'est qu'ils puissent dire que le milieu est limité. Cela prouve qu'il ne fait que répéter ce qu'on lui a appris. C'est un processus qui ressemble à une leçon apprise par cœur. Je comprends pourquoi le docteur Moril parle d'endoctrinement. Mes chers amis, il faut qu'on puisse apprendre à réfléchir sérieusement et par soi-même et surtout observer son environnement. En parlant de ça, observons cela ensemble. Regardez-moi cela. Selon Jacques Thor, notre milieu est trop limité pour que la nature, les animaux ainsi que les humains puissent trouver une place dans notre monde. Waouh! Le milieu est tellement serré qu'on voit à peine le ciel. Il y a vraiment pas de place. On se marche tout dessus. On se marche tous dessus. Même dans l'océan. Regardez. Le milieu est tellement serré qu'on voit à peine le ciel. Même le fond de l'océan même. On se marche tous dessus. Même les poissons nagent sur place. Et bizarrement, en réfléchissant à cela, c'est bizarre qu'il existe des espaces difficiles d'accès où l'homme et être vivant ne sont pas encore allés. Vous voyez bien que ce sont des arguments qui sont ridicules. Maintenant, parlons de catégorisation. La sélection des animaux et des plantes
et des humains ont été regroupés selon le critère de ressemblance appelé la sélection linéaire. C'est de par cette catégorisation qu'on a assimilé l'humain, et je précise à l'Africain, comme descendant du singe. Apparemment, les singes ressemblent beaucoup à l'homme noir. J'ai bien dit, entre guillemets, l'homme noir. Le problème avec cela, c'est qu'ils ne sont pas génétiquement compatibles, que cela soit pour l'animal, pour l'humain, ainsi que les plantes. Avec l'avancée scientifique, on a découvert qu'aucun d'entre eux sont de la même famille, même si qu'ils ont, selon l'humain, j'ai bien dit, l'humain, non, on va dire, selon Darwin et Monsieur Thor, quelques traits de ressemblance. Parce que moi, je n'ai jamais vu un singe me ressembler. D'accord? Et j'ai jamais vu un singe ressembler à aucun humain. Bref. En 1950, le docteur Witternig va publier en Allemagne la classification phylogénétique. C'est-à-dire que, contrairement à Darwin, il va pas classifier les êtres vivants selon leur ressemblance, mais selon leur génétique. C'est-à-dire qu'on va les classer selon le lien de parenté. Face à l'erreur darwinienne, les adeptes évolutionnistes veulent se rattraper en imposant encore une fois leur pensée, en atténuant qu'on a fait une mauvaise interprétation de la pensée de Darwin, c'est toujours comme ça, hein, car il voulait dire la même chose que le docteur Twining. Bien sûr, vous connaissez tellement bien Darwin, vous avez vécu tellement avec lui, c'est votre papa, que vous savez ce qu'il avait dans la tête. Mais bon, j'en doute très fortement. À cause de cela, ils essaient d'intégrer l'évolutionnisme dans la classification Twining. Ceci fausserait et changerait les résultats. Car avoir une parenté génétique ne veut pas dire qu'ils sont tous de même famille. Cela pourrait être un codage qui amène à toute une autre signification. Et cette signification, je l'ai trouvée. Mais je ne vais pas vous en dire plus. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. Voilà, c'est fini. Nous avons beaucoup parlé d'animaux et de plantes. De ce fait, nous allons poursuivre avec l'homme dans la sélection naturelle. Car selon le docteur Wallace, seul l'humain a échappé à la sélection naturelle, car contrairement à la nature et aux animaux, ils ont pu se reproduire. Bien sûr. Donc maintenant, vous comprenez quand il dit non seulement l'homme a échappé lui-même à la sélection naturelle, mais il est même capable de tirer de la nature quelque chose de ce pouvoir qu'elle exerçait universellement avant son apparition. D'ailleurs, c'est de cette affirmation que Darwin a popularisé la théorie de l'évolution, ainsi prétend que l'humanité descend du singe. Sommes-nous descendants du singe? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine vidéo.